La question du genre, une préoccupation importante pour le gouvernement. La Côte d'Ivoire offre un cadre de concertation pour une meilleure prise en compte de l'égalité des sexes. Lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme chez la jeune fille. La CEDEAO octroie des bourses de 20 millions aux élèves des familles démunies. Et puis la pression des djihadistes ne faiblit pas au Mali. Des tirs d'obus ont été tirés hier en direction d'un camp de l'armée à Tombouctou. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministère en charge de la promotion de la femme met tout en œuvre pour assurer l'égalité du genre. Une rencontre entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers vient de se tenir en vue de mettre sur pied un cadre de concertation chargé d'orienter les actions liées au genre en Côte d'Ivoire. Lydie Kouadou. Malgré les progrès enregistrés, il existe encore d'énormes disparités entre l'homme et la femme dans plusieurs secteurs en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce cadre de concertation est donc d'offrir un espace de dialogue afin que le gouvernement ivoirien puisse présenter ses priorités en matière de genre et que les partenaires également présentent le bilan du travail fait sur le terrain. Les résultats de ces échanges permettront à l'État de vérifier si les orientations données en matière de genre sont respectées à travers les actions menées pour le bien-être des populations. Ces échanges favoriseront aussi une synergie d'action et permettront de mobiliser plus de ressources jusqu'à ce jour jugées insuffisantes par rapport à l'ampleur des défis à relever. Mariatou Koné, ministre de la promotion de la femme, attend beaucoup des partenaires techniques et financiers pour des résultats plus probants. La Côte d'Ivoire, en vous remerciant pour votre accompagnement quotidien, compte sur vous pour réduire les disparités dans plusieurs secteurs, comme l'accès aux services sociaux de base, notamment à l'éducation et à la santé, l'accès à l'énergie, à l'emploi, aux ressources et aux facteurs de production, la prise de décision et la participation des femmes à la vie publique et politique. La situation est encore en deçà de nos objectifs et nous devons y travailler ensemble. Désormais instituée, la deuxième réunion de ce cadre de concertation sur le genre se tiendra dans 3 mois. Lydie Kouadou sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Sur les enjeux de ce cadre de concertation, écoutons la responsable des programmes ONU Femmes, Madeleine Oka. L'ONU Femmes a le mandat de soutenir et de coordonner au sein de la grande famille onusienne les actions en lien avec le genre. Nous avons également un mandat pour coordonner ces activités auprès des partenaires. Donc avoir un tel cadre de concertation pour nous c'est un cadre idéal justement pour assurer synergie, complémentarité, alignement. Parce qu'au-delà des intentions, il faut des choses concrètes, y compris des budgets. Donc la question des violences basées sur le genre, de la mortalité maternelle, la question de la participation des femmes aux prises de décision et les concertations, les allocations de ressources, toutes ces priorités qui ont été présentées par le ministère sont des priorités que nous, les partenaires, allons considérer comme des orientations pour nos actions à venir. La CEDEAO, de son côté, est aussi lancée dans la prise en compte des questions du genre. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers son programme d'appui aux jeunes filles dans le secteur de l'éducation, a remis des bourses d'études d'une valeur de 20 millions de francs CFA à 48 jeunes filles issues des familles démunies en vue de leur permettre de poursuivre leurs études. Ce programme, qui est à sa 2e édition, permet de combattre la pauvreté, l'analphabétisme et l'absence de pouvoir de décision via l'éducation. Ouleté Solange est la directrice du genre de la CEDEAO. L'éducation renforce socialement et économiquement le pouvoir de la femme, car lui permettant d'acquérir des connaissances et des compétences et participe de façon plus ample au développement de sa communauté et de son pays. En particulier, nous savons qu'en nous attachant à assurer la promotion de l'éducation des filles et de la formation des femmes, nous devons nous attaquer aux disparités de genre qui affectent le secteur de l'éducation. En vérité, il nous faut vaincre maints préjugés pour venir à bout de l'injustice dont souffrent les femmes et les filles et ainsi débarrasser la société d'un sérieux handicap pour son développement. Nous en attendons qu'il favorise l'accès équitable des filles et de quelques garçons à l'éducation et à la formation professionnelle. Pour que le combat soit couronné de succès, il doit aussi être celui des parents d'élèves. Les bénéficiaires, toutes heureuses de poursuivre leurs études grâce à ces bourses, promettent de les utiliser à bon escient. Écoutons d'abord Diplo Bernadette.
Déjà depuis le lycée, j'ai été orientée dans un lycée d'excellence qui est le lycée Sainte-Marie. À partir de la maîtrise, j'ai été majeure de ma promotion et c'est ce qui m'a permis de bénéficier de cette bourse-là en première année de doctorat. Et j'ai pu, avec cette bourse-là, acheter mes réactifs et pouvoir achever mes travaux de recherche. La bourse nous a permis de réaliser nos rêves, embrasser des carrières qui étaient avant réservées à des hommes. Je suis spécialiste en biologie fonctionnelle et moléculaire. C'est vraiment un appui dans nos études et surtout un soulagement pour nos parents. Je suis maintenant des systèmes de production à International High Business Institute de Yamoussoukro. Je suis très heureux d'être une bénéficiaire de cette bourse. J'ai été choisie parce que je suis une fille brillante. J'ai toujours été brillante, j'ai toujours prôné l'excellence. Et je promets à la ministre et à la CEDEAO d'en faire bon usage. L'Afrique est le prochain continent abolitionniste. C'est ce qui ressort d'un récent congrès sur la peine de mort ici à Abidjan. Radio Côte d'Ivoire a voulu en savoir davantage en invitant dans ses salons hier les membres de la Fédération internationale de l'action chrétienne pour l'abolition et la torture et la peine de mort. L'Ivoirien Angama Paul en est le président. Il revient sur les progrès de notre continent. Le continent africain est en marche vers l'abolition de la torture. Le congrès régional l'a si bien montré. La déclaration finale encourage le continent africain à aller toujours de l'avant parce que c'est vraiment le continent d'avenir sur cette question. C'est pourquoi on demande aux États rétentionnistes de pouvoir faire le pas pour aller vers d'abord le gel des exécutions, de voter en faveur du moratoire sur les exécutions qui va avoir lieu aux Nations Unies cette année en décembre. Et puis, pourquoi pas passer directement à l'abolition de la peine de mort en droit. Aux États qui sont abolitionnistes en droit ou de fait d'abolir la peine de mort pour tous les crimes. Notre pays figure parmi les meilleurs élèves du continent. Le président de ACAT Côte d'Ivoire se dit fier. Kangabile Eugène. Ça nous réjouit, la Côte d'Ivoire d'être un très bon élève. Quand vous êtes un très bon élève, il faut déteindre sur les autres. Il faut maintenir cela, mais en même temps, il faut déteindre sur les autres. Et notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire fasse ce qu'elle peut pour que ses pairs, les autres pays africains puissent suivre l'exemple que nous sommes en train de donner. Le seul le plus important pour nous, c'est de ratifier l'OP2. Et quand on aura ratifié l'OP2, on sera encore plus fort pour dire aux autres pays, suivez notre exemple, faites comme nous, parce que la peine de mort n'est pas une bonne chose. Un mot de politique avec les activités du Rassemblement des femmes républicaines. Ces femmes se sont retrouvées samedi à Bouaké pour réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti et relever les défis lors des futures échéances électorales. La secrétaire générale du RDR était la marraine de cette cérémonie. Elle a exhorté les femmes du RDR à contribuer à la réussite de l'opération d'identification et de vérification. Kondia Kamara. Pour gagner l'élection, c'est vrai, il faut faire du porte-à-porte, il faut faire des meetings, mais le jour du vote, seules les personnes inscrites sur la liste électorale peuvent aller voter. Et souvent les gens oublient ça. Alors mes chers sœurs, je voudrais vous confier cette mission-là. Dès qu'on va commencer le processus de révision de la liste électorale, ce processus ne va durer que 7 jours. Pendant ces 7 jours, comme RFR, comme des associations, comme des ONG, vous devez aller vérifier si vos noms sont encore sur la liste. C'est maintenant qu'il faut commencer à identifier ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste. Comme ça, dès que l'opération commence, vous allez les chercher pour aller les faire enrôler. C'est important. Le nouveau président des exportateurs de caoutchouc naturel entend inscrire au nombre de ses priorités la défense des intérêts de ses adhérents. Samuel Mobio veut surtout s'affilier à la fêtière en vue de permettre aux membres de bénéficier des fruits de leur travail. Il a été investi récemment au cours d'une assemblée générale. On écoute Samuel Mobio, le nouveau président des exportateurs de caoutchouc naturel Fond de Tasse. C'est de faire en sorte que nous puissions avoir un siège au niveau du conseil parmi AULEVA qui est en train d'être mis en place. Dès que nous serons installés, nous aurons notre place dans ce conseil parmi AULEVA. En ce moment, nous pourrons poser les problèmes concernant notre corporation au sein de ce conseil. Il faut que la taxe du FICA qui est aujourd'hui à 6 francs le kilogramme puisse être baissée jusqu'à 3 francs le kilogramme pour nous permettre de faire une activité qui puisse être concurrentielle et rentable. Aujourd'hui, quand nous regardons le gap, nous avons pratiquement 80 000 tonnes, près de 40% de la production nationale qui ne peut pas être transformée. C'est cette différence-là que nous récupérons avec les planteurs et que nous essayons de trouver un marché à l'extérieur.
La jeune chambre internationale, la section Korogo, de son côté, sensibilise les producteurs de cette région sur la bonne utilisation des pesticides. Il s'agit de permettre à environ 200 producteurs de réduire considérablement les risques d'intoxication alimentaire dans les familles. Un atelier de formation a été donc organisé à leur attention. On écoute la réaction de quelques producteurs à la fin de la formation. Kouloual Draman, producteur coton à Soho. La plupart de nos paysans vraiment ignorent le danger des produits. Souvent au champ, on utilise le produit même sans laver les mains, on mange. C'est comme si ces formateurs même étaient avec nous dans les champs. La formation est la bienvenue. Nos parents un peu analphabètes, vraiment les sensibiliser parce qu'ils ne servent à rien de produits après maintenant tomber malade et puis accuser les sorties. Sylvie Alassane, directeur général du réseau des producteurs d'Anaka de Côte d'Ivoire. La formation, elle est la bienvenue. Nous sortons très heureux, surtout que nous retenons avec des kits. La santé de nos producteurs va s'améliorer. Avant d'arriver au champ, dès que tu as ta pomme sur toi, automatiquement tu entames la pulvérisation du champ. Après cette formation, j'ai su comment pulvériser mon champ, comment me protéger. Quelque chose va changer. Rendons-nous à Mans où se déroule actuellement la petite traite de commercialisation de la fève de cacao avec pour prix d'achat à Borchamp 700 francs le kilogramme. Voyons le déroulement de cette campagne avec Gervais Cossy. La campagne de commercialisation de la fève de cacao pour la petite traite a débuté le 1er avril dernier. Le prix du kilogramme est de 700 francs CFA, soit le même qu'à la grande traite. Une nouvelle fois appréciée par les producteurs agricoles. Demi Abouzeïd, producteur, le président de la coopérative Yeyaso de Mans. C'est une satisfaction parce que on se dit la petite traite, le cacao, la qualité se dégrade. On se dit que ça va retomber au niveau du prix. Mais Dieu merci pour nous, le président a maintenu, c'est bon. La campagne se déroule bien, nous dit le délégué régional du Conseil Café Cacao de Mans, Sylvie Seydou. Les choses se déroulent très bien. L'une de nos premières missions, c'est de faire en sorte que le prix fixé, notamment les 700 francs, soit respecté dans tous les villages et dans tous les campements. Au niveau également de la fuite des produits, nous avons pris un certain nombre de dispositions pour que ce fléau soit réduit au strict minimum. Au niveau de la qualité, nous avons encore commencé nos tournées de sensibilisation pour que la qualité continue à être bonne. Et l'État de Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de dispositions de pouvoir acheter le café. Le café et le cacao sont les deux mamelles de notre économie, avons-nous coutume de dire. Il appartient donc à chacun de nous, structure à charge de la commercialisation de ces produits, producteurs agricoles et autres opérateurs, d'entretenir ces deux mamelles afin que le lait qu'elles produisent soit abondant et de bonne qualité pour nourrir tous les Ivoiriens. Gervais Kwasi, Mans Radio Côte d'Ivoire. La régionale. La régionale fait une incursion à la perlerie de Korogo. Des modèles uniques et rares, jamais réalisés ailleurs, sont fabriqués dans la région du Poro, nous dit Siekwasi. Quartier d'Em, nous sommes à Lugan. Union des groupements des coopératives des artisans du Nord, la perlerie Perla, c'est ici. La fondatrice se nomme Koulibaly Salimata. De la couture à la perlerie, écoutons l'histoire de cette créatrice hors pair. Pendant les défilés de mode, je prenais le pain traditionnel tissé. J'agençais aussi les perles pour mettre en valeur la femme avec la crise. J'ai viré un peu à l'humanitaire avec pour mission de lutter pour l'autonomisation de la femme. L'idée est venue avec une camarade, Maman Maïk, de la haute couture Kinyanma, qui m'a dit, mais si tu ne fais pas la couture, pourquoi pas les perles? Va essayer. Ce qui a valu mon entrée à Lugan. Perla, c'est un vrai feeling du pays Sénoufo. Nous travaillons avec la terre cuite faite à Kapele. Je salue au passage mon livreur qui est M. Konaté Chaliok. En plus de cela, il y a des grains sauvages qui se trouvent rien qu'au nord. Perla, c'est se souvenir de son originalité. Partie d'une matière première propre au pays Sénoufo pour conquérir le monde culturel moderne. Prendre des perles, les transformer en habits, en slip, en soutien, c'est de l'art. Prendre le collier, faire sortir un bonhomme, faire sortir un oiseau, un serpent, un portefeuille, des faucilles, la lune, des écritures, le caïman, je peux le faire. Lorsque vous arrivez à l'atelier, la première chose qui vous frappe, c'est la qualité
et l'éclat des perles. Perla, c'est une marque unique. La preuve, on a plusieurs colliers. Aucun d'entre eux ne se ressemble. Il y a plusieurs catégories. Je peux faire du moderne, du semi-moderne et je peux faire rien que du traditionnel. Vous êtes tenté de vous interroger si elles sont réellement produites à la main. Quand Dieu te donne, en tout cas, personne ne peut t'arracher. C'est son cas. C'est un don. Le tour des rayons de la perlerie. Voilà un génie qui est là. J'ai symbolisé le chapeau du génie avec un grain qu'on appelle ici tabakomba. C'est la terre cuite, sauf le chapeau qui est en grain sauvage. Il y a un autre collier que j'aime, la récolte du désert. C'est le combat pour lutter contre le changement climatique et tout. C'est un collier très symbolique. Au nord, on produit dans les larmes, mais lorsqu'on récolte, on chante. Le collier majestueux, caïman du chef, pour les durs à cuire. Le génie de la créatrice de la marque Perla fait courir les jeunes filles en quête de formation pour leur autonomisation. Marcel, les études sont pas allées loin. Vraiment, je suis très contente d'apprendre avec elle. Sur le marché, les produits se vendent bien. Madame Fofana est une cliente de la maison Perla. C'est très beau. On ne dirait pas que c'est fait en Côte d'Ivoire. C'est vraiment du made in Korogo. J'adore. À l'Union des groupements des coopératives du Nord, UGAN, on appelle de tout son vœu des soutiens tout azimut à cette perlière hors pair. Koné Lansine, directeur général de cette union. Dans notre dernière commande, on a fait une création qui a été beaucoup appréciée par les partenaires qui sont en France. C'est une dame pétrie de talent. Une dame comme celle-là, il faut l'encourager. C'est une mine d'emploi. La fondatrice de la perlerie Perla veut partager sa philosophie avec vous. Si vous êtes aux États-Unis, en France, partout en Suisse, il y a des valeurs à Korogo qu'il faut sauvegarder. Lorsque tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. C'est ça, Perla. Des artisans pétris de talent, engagés pour l'essor de la culture sénoufo, le Nord en héberge des milliers à l'image de cette dame. Malheureusement, faute de promotion suffisante, ces talents courent le risque de disparaître un jour. À lundi prochain, pour une autre question d'actualité dans le Nord. Plusieurs explosions ont secoué hier les bases de l'ONU et des forces françaises à Tombouctou, dans le nord du Mali. Aucun bilan n'est pour l'heure disponible sur cette attaque, la deuxième du genre qui touche ce périmètre en moins d'une semaine. Cette attaque menée le 14 avril dernier par de faux casques bleus témoigne de la recrudescence de la violence djihadiste au Mali et dans les pays voisins. La zone anglophone du Cameroun renoue avec la violence. Des affrontements ont opposé ces 2 derniers jours des combattants séparatistes aux militaires. Des séparatistes qui, en dehors des armes traditionnelles, utilisent des mines pour piéger les voies de circulation. Les affrontements de sources militaires ont entraîné plusieurs morts des 2 côtés. Et puis le Rwanda recherche toujours les présumés coupables du génocide au moment où le pays est dans le mois de la commémoration de ses morts 24 ans après. 911 génocidaires, selon les chiffres publiés par l'unité de suivi des fugitifs, sont recherchés. Un certain nombre d'entre eux se trouvent en Europe et d'autres suspects sont dispersés dans la région est-africaine. Kigali appelle à leur interpellation et à leur transfert devant la justice. Le dossier du jour. Notre dossier nous parle des inquiétudes du peuple Bron dans la région du Gontougo. Ce peuple est inquiet parce que sa langue est aujourd'hui menacée de disparition. Que faut-il faire pour la sauvegarder? Le dossier de Meshach Steve. Depuis quelques années, les Abrons sont préoccupés par la régression de leur langue maternelle méconnue de la jeune génération. Alors, quelles sont les raisons de la pratique de cette langue de moins en moins? Par stratégie de guerre, on a caché notre langue pour pouvoir nous installer et dominer le territoire. C'est ainsi que la langue Bron a commencé à disparaître parce que ils ont privilégié le Kulango à la langue Bron. Béné Mathias, membre de la fondation Brapa Yomoa. Et la langue Bron est classée selon les critères de l'UNESCO comme une langue en danger. Et si rien n'est fait, la langue va disparaître. Douyao Vincent, vraiment, il faudrait que nous fassions tout pour que cette langue-là renaisse de ses cendres. Parce que quelqu'un qui perd sa langue, c'est un déraciné. Pour ne pas perdre sa langue et être un déraciné, quel comportement l'on doit adopter pour préserver la langue Abron qui est délaissée au profit de la langue Kulongo? Lago Digbe Mathieu est le sous-préfet de Tabaïgne depuis 4 années. Nous sommes en région Bron et je découvre ici que c'est le Kulango que la population parle. Si pour des raisons de secret défense, on a pu taire le Bron, je pense que les raisons qui ont gouverné à cela aujourd'hui ne peuvent plus tenir. Donc il faut revenir aux fondamentaux, faire parler à la population sa langue.
Il y a des politiques qui existent et il y a des langues qui sont traduites de manière phonétique dans des documents. Donc, il faut que nous approprions ces choses-là. Pour sauver la langue abron, une école d'apprentissage est initiée. Ça veut dire anabron, mais puis ça veut dire anabron, il ou elle au singulier, ça veut dire un. Mardi c'est Branda. Garçon va s'appeler Bora. Femme va s'appeler Abra. Les objectifs de cette école sont clairement définis. Béné Mathias, malheureusement la langue abron n'a pas été choisie par le gouvernement parmi les 10 langues pilotes et projets école intégrés. Nous ne pouvons pas assister à la mort de notre langue et nous avons décidé d'ouvrir une école ici à Tabagne. Face à cette bonne volonté de permettre aux enfants d'apprendre la langue menacée, des difficultés se présentent. C'est pas comme j'ai loué le table de Tabagne. Tu es un dialecte et puis tu comprends même pas. Ce n'est pas bon du tout. Donc, on demande l'État s'il peut nous aider. Et puis encore surtout, et celui qui enseigne, il essaie. Si l'État peut nous aider pour donner d'autres, très content. Pour sauver la langue abron, qui de jour en jour est menacée de disparition, le peuple abron sollicite l'appui des autorités compétentes. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Les inquiétudes du peuple bron dans la région du Gontougo en raison de la disparition de sa langue, c'était le dossier de Méchac Steve. Ce journal est terminé, le rappel des titres. La question du genre, une préoccupation importante pour le gouvernement. La Côte d'Ivoire offre un cadre de concertation pour une meilleure prise en compte de l'égalité des sexes. Lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme chez la jeune fille. La CEDEAO octroie des bourses de 20 millions aux élèves des familles démunies. La pression des djihadistes ne faiblit pas au Mali. Des tirs d'obus ont été tirés hier en direction d'un camp de l'armée à Tombouctou. Merci de votre attention. Avant la chronique des sports de Konate Idriss, notre invité ce midi est le directeur de l'Institut national d'hygiène publique, le professeur Beniebi Joseph, interrogé par Adama Bakayoko. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. L'invité du jour. Professeur Beniebi Joseph, bonjour. Bonjour monsieur. La fièvre Lassa, quel état des lieux en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de fièvre de Lassa pour l'instant en Côte d'Ivoire. Mais le risque existe. Dans la mesure où il y a des cas au Nigeria, nous sommes à pratiquement 2000 cas au Nigeria et il y a une centaine de décès. Il y a également eu des cas au Libéria. Il y a eu un cas au Ghana qui est décédé. Donc, ça veut dire que le risque est là, il est réel. Dans la mesure où il y a des mouvements de population entre nos différents pays de la sous-région. Et donc, s'il y a un cas de Lassa au Nigeria, que ce cas-là vient en Côte d'Ivoire, évidemment, la maladie va se propager en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle, et conformément au règlement sanitaire international, nous prenons toutes les dispositions pour que la maladie n'arrive pas en Côte d'Ivoire. Parmi ces dispositions, d'ailleurs, vous venez de lancer une vaste campagne de sensibilisation et de dératisation à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Expliquez-nous cette campagne. Alors la campagne fait partie d'un ensemble de mesures de prévention. Notamment, il est demandé aux populations elles-mêmes de mener l'activité. La campagne que nous avons entreprise n'est que le départ. Mais ce qui est important, c'est que la population doit s'approprier cette campagne. C'est-à-dire chacun, en ce qui le concerne, vous, moi, toute la population, chacun dans son cadre de vie, il doit faire en sorte que la situation d'hygiène règne. Parce que les mesures d'hygiène constituent une stratégie importante, un moyen important pour lutter contre la maladie. C'est-à-dire nettoyer dans nos maisons, nettoyer autour de nos maisons, éviter que les ordures pullulent dans notre entourage. Et donc, dans ce cas, les souris viendront pour s'abriter là, pour consommer la nourriture qu'elles vont trouver sur place. C'est la même chose. Nous devons également laver proprement les mains parce que le mode de contamination, c'est le contact. Alors la souris qui est malade, elle va transmettre la maladie à travers les urines, à travers les sels qu'elle va déposer sur les ustensiles, sur les aliments, sur les restes d'aliments. Et si on touche ces restes d'aliments, si on touche ces ustensiles qui sont infectés, nous allons nous infecter. Donc la maladie va passer de la souris à l'homme. Et c'est pourquoi il est important, si nous faisons l'activité de dératisation que nous avons entreprise,
si la souris est éradiquée de notre cadre de vie, évidemment l'homme ne pourra pas être contaminé par la maladie. C'est ça l'objectif de notre activité, de notre campagne que nous avons entreprise. C'est d'ailleurs plus inquiétant quand on sait que la souris est dans notre quotidien, c'est nos voisins de tous les jours. Oui, je ne vous le fais pas dire, la souris est dans notre quotidien de tous les jours. Nous vivons avec la souris, nous mangeons avec la souris, nous partageons nos repas avec la souris. Et donc, nous devons en faire en sorte que la souris ne soit pas notre amie, parce que cette souris-là, elle peut être notre ennemie quand elle va nous contaminer, quand elle sera infectée par la maladie de Lassa. Inquiétant, mais les Ivoiriens ont besoin d'espoir. On a réussi pour Ebola. Professeur Benyebi, vous donnez la garantie aux Ivoiriens qu'avec la sensibilisation, on pourra aussi réussir d'éviter la fièvre Lassa. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous allons mettre tous les moyens. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va mettre tous les moyens. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, grâce au gouvernement qui a mis les moyens à sa disposition pour que la lutte puisse être efficace. Mais ce qui est important, c'est que la population doit s'approprier cette lutte-là. Chacun doit se sentir concerné par le problème. C'est à ce seul prix-là que nous allons réussir. Parce que le ministère ne peut pas être partout dans nos maisons. Le ministère ne peut pas être dans nos magasins. Le ministère ne peut pas être dans nos marchés. Mais c'est les femmes même, c'est les hommes même qui doivent se dire, je dois tout faire pour que mon milieu de vie soit propre. Si c'est propre, la souris, évidemment, ne viendra pas. Et si elle ne vient pas, elle ne va pas nous contaminer, elle ne va pas nous transmettre cette maladie. C'est ça le message qu'on doit retenir. Merci de permettre de faire ce relais auprès de la population. Parce que nous n'avons pas le bras long. Nous n'avons pas la parole qui va jusqu'aux populations. Mais c'est grâce à vous que nous allons réussir. Et c'est ensemble que nous allons le réussir dans le concept de One Health, une seule santé, dans laquelle tout le monde est impliqué. Vous faites corps avec nous. La mairie fait corps avec nous. Toutes les collectivités font corps avec nous. Et c'est vraiment à ce prix-là que nous allons réussir la lutte. Professeur Benyebi Joseph, merci. Merci beaucoup.